Tour, Japan Tour Festival. C'est moi, Axel Douglas, qui ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer plusieurs artistes du bureau 21. Et là, franchement, nous sommes avec Michel Borderie. Alors, notre invité d'aujourd'hui est un grand voyageur des mondes imaginaires, mais il les dessine ou il les peint. Illustrateur autodidacte, Michel Borderie façonne depuis la fin des années 80 des univers empreints de fantaisie, de science-fiction et de fantastique. On lui doit des dizaines de couvertures de romans, de BD, d'artbooks, des portfolios. Il a même eu le privilège d'organiser les fresques pour le festival Geek Police de Paris en 2013. Son style puissant à la fois onirique et détaillé a marqué des maisons comme Fleuve Noir, De Noël et Albin Michel, jusque-là je ne me trompe pas, et il a illustré tout un pan de la littérature de l'imaginaire français. Son dernier artbook, World, que nous avons la chance d'avoir ici, est une rétrospective de 38 ans de carrière. Il rassemble ses mondes, ses créatures, ses visions et un bout de lui-même. Il aime Frazetta, Chris Foss, Batman, le métal et fait rêver avec ses images. Merci d'accueillir sur ce plateau Michel Borderie. Merci le public, endiablé. Salut Michel, ça va? Eh bien ça va, chaudement. Chaudement, ouais. T'as bien mangé? Ouais, donc maintenant je vais faire la sieste. C'est ça, fais pas trop la sieste. On va rester une petite demi-heure ensemble. Tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler un petit peu de tes œuvres. Déjà, on va commencer par toi. Qui tu es? On va essayer de revenir éventuellement 40 ans en arrière. Comment tu étais un peu plus jeune? Et comment le côté artistique, qui était le Michel artistique il y a 40 ans? Déjà j'étais plus mince, hein, c'est ce que je préférais. Et oui, alors j'ai commencé, bon j'ai toujours dessiné en fait, depuis tout gamin. J'ai jamais été brillant au niveau scolarité, c'était pas mon truc. Donc vers la troisième, je voulais m'orienter vers un métier. J'étais en Corrèze, on parle des années 70. J'ai demandé à m'orienter dans un métier du dessin, on n'a pas su m'orienter. Donc j'ai fait un autre métier. J'ai fait des études de prothèse dentaire. Okay. Et j'ai été prothésiste dentaire pendant 5 ans, à peu près. Okay. Voilà. J'ai commencé à travailler à 18 ans. Voilà. D'accord. Et du coup, comment on passe de prothésiste dentaire à aujourd'hui illustrateur? Alors, déjà, parce que en travaillant dans ce métier-là, je savais que j'allais pas continuer ça très longtemps. Puis, plus je travaillais comme prothésiste dentaire, plus j'avais envie de faire du dessin. Et comme avant tout, ce qui me fascinait dans l'illustration, c'était les couvertures de romans, de science-fiction, de fantasy, que je lisais depuis l'âge de 10 ans, hein, que ce soit des auteurs américains, anglais ou des auteurs français dans la collection Fleuve Noir. J'étais un grand fan des couvertures. Donc j'ai démissionné de mon métier de prothésiste dentaire et j'ai fait un book pendant 2-3 mois, j'ai fait des illustrations, j'ai fait un dossier et je suis allé démarcher les éditeurs de romans. Pour faire des couvertures de romans, voilà, sur Paris. Voilà. Donc Fleuve Noir, Albin Michel, j'ai lu, voilà, des éditeurs comme ça. Et j'ai commencé à travailler pour Fleuve Noir, après pour Albin Michel. Voilà, ça a commencé comme ça en fait. Des petites maisons d'édition. C'était une autre époque, on était moins nombreux dans le métier. En plus, on prenait un rendez-vous, on avait un rendez-vous entre 1 semaine et 15 jours après avec soit un directeur éditorial, soit souvent d'ailleurs un directeur de fabrication, en fait, qui gérait la fabrication. C'était pas forcément un directeur artistique à l'époque. D'accord. Et chose qui n'existe plus maintenant, évidemment. Hein. Et c'est quoi l'œuvre de ton enfance ou ta jeunesse qui t'a donné le goût, en tout cas, de créer? Est-ce qu'il y en a une comme ça qui te vient? Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a déjà la BD. Quand je suis tombé sur des BD, celle de Mézières, la BD Valérian par exemple, par hasard, je suis tombé sur une BD, je l'ai lue, j'ai dévoré. Et puis il y a eu tout de suite, là j'avais 9-10 ans, les premières publications des éditions Lug, Strange, Titan, tout ça, qui étaient là les super-héros américains de Marvel, et pas seulement, puisque paraissaient aussi des one-shots de DC sur Batman ou autre. Et alors là, évidemment, je suis complètement tombé dedans, hein, comme certains jeunes plus tard sont tombés dans le manga, quoi. C'est culturel à l'époque, quoi. Donc il y a eu ces deux pôles-là, et puis les illustrateurs dans la foulée, et des illustrateurs américains dont je voyais les couvertures dans les collections d'anticipation chez Fleuve Noir. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Fleuve Noir, dans leur fameuse collection d'anticipation qui avait commencé dans les années 60, je crois, a été illustrée par Brantôme et d'autres, et à un moment donné, ils ont arrêté de faire travailler les illustrateurs français.
Et il avait un catalogue de documentation, d'illustrations américaines ou anglaises, et il choisissait, qui avait déjà été édité, et il choisissait ces illustrations pour les mettre en couverture. En général, ça n'avait pas beaucoup de rapport avec le roman, mais c'était des illustrations de gens comme Chris Foss, Peter Elson, Angus Mackie, Frazetta chez Gélu ou autres, donc des grands illustrateurs. Donc ça, évidemment, j'étais sous le choc en voyant ça. Je voyais bien qu'en lisant les romans, le rapport était très lointain, mais en attendant, souvent j'achetais le roman pour la couverture. Ah oui. Parce qu'on ne connaissait pas forcément les romanciers français, ils avaient tous des pseudos américains, mais c'était des romanciers français qui travaillaient chez Flamme Noire, et des romancières d'ailleurs, qui avaient des pseudos masculins. Donc c'est pour ça que c'est ce que vraiment j'avais envie de faire dans l'illustration, illustrer du roman. Voilà. Et aujourd'hui, il y a encore des artistes, des œuvres qui t'inspirent, qui t'influencent dans ton dessin, ou vraiment aujourd'hui tu as ton univers? Alors je pense, j'espère avoir un style, parce que ça on a du mal à le déterminer soi-même, ça c'est les gens qui vous diront si vous avez un style ou pas, s'ils reconnaissent votre travail. Moi je pense que les influences on les subit tout le temps. Ouais. Et c'est pas seulement l'illustration, ça peut être le cinéma, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être n'importe quoi. Enfin, l'animation, moi je suis un grand fan d'animation japonaise aussi. Enfin, donc tout ça, ça se mélange. Hein, voilà. Et puis c'est au fil des années, des décennies, parce qu'il y a des choses qu'on découvre. Moi j'ai découvert l'animation japonaise, enfin du moins quand ça a commencé à m'intéresser, c'était plutôt dans les années 90, c'était des séries comme La Guerre de Lodos, etc. Évidemment pas les séries du Club Dorothée, parce que moi j'avais déjà 18 ans ou 20 ans quand ça a passé. Hein, voilà, quoi. Et justement, de l'animation, c'est quelque chose que toi, tu aimerais éventuellement faire? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, t'aimes bien découvrir, mais... J'adore regarder ça, mais alors travailler là-dedans, pas du tout. Ouais, parce que c'est quoi qui te... C'est toujours pareil. C'est les contraintes qu'il peut y avoir dans ce métier-là, l'obligation de travailler sur des choses pas forcément toujours intéressantes. Alors ça doit être... je connais des gens qui travaillent là-dedans et qui s'éclatent, hein, voilà. Mais je pense que c'est moins mon truc, quoi. D'accord. Moi, j'aime bien travailler à partir d'une histoire, développer une image, voilà. Alors du coup, tu fais partie des artistes sélectionnés pour l'exposition Bureau 21, qui met en lumière donc les illustrateurs français de l'imaginaire. Ça représente quoi, pour toi, de participer à... Alors Bureau 21, c'est une galerie à Tours, en fait, que j'ai connue par l'intermédiaire de Manchu, parce que déjà Manchu vendait des reproductions et des originaux par cette galerie. Et comme ils sont spécialisés dans l'imaginaire, en fait, on est assez nombreux à avoir proposé des illustrations pour faire des tirages. Parce qu'ils font des tirages de super belle qualité, voilà quoi, et qui sont vendus, et ça vaut vraiment le coup de voir son travail imprimé avec une qualité aussi impressionnante. Parce que des fois, on voit des reproductions, malgré qu'on soit en numérique et que maintenant on limite la casse, c'est pas toujours ça, quoi. C'est ça. Voilà. Donc là, tu m'as ramené 3 œuvres. Tu veux commencer par laquelle, déjà? Alors, on va commencer par le Vertige des origines, parce que ça, c'est pour montrer ce que je fais comme album. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'album pratiquement toute ma carrière, et j'ai commencé à vouloir en faire quand je suis passé à la peinture numérique. C'est-à-dire j'ai travaillé en traditionnel, gouache, acrylique, jusqu'en 2004 à peu près. Et en 2004, j'ai commencé à travailler en peinture sur Photoshop. Ok. Et là, ça m'a donné l'idée de pouvoir composer des albums différents d'une BD. C'est-à-dire la possibilité de faire que d'illustrations sur toutes les pages en racontant une histoire, mais en intégrant le texte aux illustrations. D'accord. C'est-à-dire en faisant sa maquette, son habillage graphique, la mise en page, tout. Chose qu'on ne pouvait pas faire quand on travaillait en traditionnel. Il fallait donner ça à un maquettiste qui mettait en page à sa manière. En général, c'est assez sage, hein. Des pages de texte, une illustration. Alors que là, moi, toutes les pages sont illustrées et le texte est intégré aux illustrations. Donc c'est à la fois un travail de maquettiste, de graphiste et d'illustrateur. Alors du coup, elle représente quoi cette œuvre-là pour toi? C'est vraiment... Alors ça, c'est une histoire en 2 tomes, Le Vertige des origines, avec un scénariste qui m'a donné le texte. Une fois qu'il m'a donné le texte, après je me charge de le découper en fonction des pages que je vais illustrer, comment je vais illustrer, qu'est-ce que je vais illustrer, l'interactivité entre le texte et l'illustration. Et ça, après, ça passe par la mise en page. Et on est dans du fantastique gothique, c'est une espèce de lutte de pouvoir entre des dieux, voilà quoi. Et on l'a fait en 2 volumes. Et j'ai demandé à mon ami Johan, que tu vas interviewer après, Johan Baudin, de me faire des pages dans l'album. Donc dans le tome 1, il a fait un chapitre de 10 pages, qui a un flashback. Et dans le tome 2, il a fait 18 pages. C'est les pages qui concernent la sœur du héros. Voilà. D'accord. Et moi, j'ai fait le reste. C'est les 48 pages, de toute façon. Voilà. Alors ça, c'est la première œuvre. Tu m'en as amené une autre, donc éventuellement... Donc voilà, le sketchbook.
Donc là, c'était l'envie aussi avec Johan de faire un sketchbook à deux, donc un recueil de dessins qu'on a fait au fil des années, où on a 100 pages et on a 50 pages chacun de recueil de dessins. Donc là, c'est majoritairement du crayon, de l'ancrage, majoritairement du traditionnel, mais Johan, il y a pas mal aussi de sketch en numérique, voilà, il y a un peu de tout, mais c'est du dessin, voilà, sur 100 pages. En collaboration donc avec Johan Bodin. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une œuvre que vous avez décidé vous-même de créer. Voilà. Comment s'est lancée la collaboration là-dessus? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, mes albums ne sont pas diffusés en librairie. C'est une volonté de ne pas le faire, de chercher un éditeur et tout, ça ne m'intéresse pas. J'avais une association, en fait, qui donne des cours de dessin. Et donc, le président, qui a scénarisé quelques albums que j'ai faits, m'avait dit, nous, on peut se charger de l'imprimerie. Parce que l'association a de l'argent pour le faire. Et dans ces cas-là, il faut que je fasse les ventes. Donc moi, je fais beaucoup de festivals. Je vends sur festival et sur Internet. Et j'ai mes droits d'auteur sur les ventes, évidemment, bien supérieurs à un auteur de BD. Voilà. Donc j'ai pas d'avance, j'ai pas d'avaloir. Je le fais quand j'ai envie, en dehors de mon temps de travail d'illustrateur. Et quand on veut sortir un album, j'en parle à Cyril et c'est lui qui se charge de l'imprimerie. C'est lui qui s'occupe de tout l'administratif, voilà. BNF, tout ça. Il n'y a que moi qui m'occupe des ventes, puisque c'est moi qui tiens les ventes et du tableau des ventes. Et voilà, et je facture mes droits d'auteur régulièrement à l'association. Ok. Donc ça me permet de sortir les albums que j'ai envie de sortir sans forcément faire un crowdfunding ou un financement participatif. Mais toujours avec l'association Arcantès. Voilà. Et au niveau de la diffusion, du coup, comment on peut retrouver? Alors la diffusion, c'est soit en allant sur ma page Facebook, en me contactant, en messager privé, sur mon blog, et j'envoie en VPC avec des dédicaces, ou après sur festival. J'en fais quand même pas mal dans l'année. D'accord, vous n'utilisez pas le diffuseur, donc Hachette ou, pas du tout. Ou Amazon? Non, parce qu'en fait, moi, je suis beaucoup plus intéressant au niveau des droits d'auteur en faisant ça. D'accord, ça marche. La dernière œuvre là, que tu nous as apportée, donc c'est World, comme on le disait au début. Donc là, c'est une rétrospective, c'est ça? Là, c'est vraiment un artbook sur ma carrière. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais envie de sortir vraiment un bel artbook. Donc il y a 130 pages sur tout ce que j'ai fait de représentatif dans l'édition de 86 à 2024. Donc c'est par chapitre, c'est pas par chronologie, c'est par chapitre de genre. Voilà. Ça, c'est vraiment, si on veut savoir, découvrir un petit peu tout ce que tu as fait, faut commencer par ça. Là, c'est complètement, c'est pas exhaustif parce que j'ai dû faire une sélection, mais ça représente vraiment le travail que j'ai fait dans l'édition. Voilà. Donc là, au bureau 21, donc tu participes à l'exposition. Oui. Cette exposition, elle met en avant la richesse vraiment de la création française. Selon toi, qu'est-ce qui rend l'imaginaire à la française si particulier? Alors là, j'aurais du mal à... Enfin, le fait est qu'en France, on a des artistes assez incroyables. Voilà. Chez Bureau 21, il y a par exemple, il y a évidemment Manchu qu'on ne présente plus, mais il y a aussi Didier Graffé, il y a aussi Julien Delval. Enfin, ça, c'est des artistes en particulier qui sont vendus, dont les œuvres sont vendues à la Galerie Mayenne à Paris. Et bon, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Voilà, des originaux de Didier, de Julien Delval ou de Manchu. Donc ça, c'est des artistes qui ont une grosse reconnaissance. Donc, je dirais pas qu'on a un imaginaire spécifique à la France, parce que de toute façon, tous les artistes s'inspirent de ce qui a été fait dans tous les pays. Voilà. Mais en plus, maintenant, il y a de plus en plus d'illustrateurs sur la planète avec le numérique, etc. Et tout. Mais bon, quand on voit une œuvre de Didier Graffé, quand on voit une œuvre de Manchu, par exemple, on sait tout de suite que c'est leur travail, et même un illustrateur qui habite à l'autre bout de la planète, voilà, c'est parfaitement identifiable. Et on a aussi un patrimoine quand même culturel en France où dès qu'on veut jouer avec ça dans l'imaginaire, que ce soit dans le steampunk ou autre, il y a de quoi faire. Voilà. C'est ça. Donc du coup, toi, quand tu crées une illustration, donc elle sort de ton esprit, mais qu'est-ce qui... T'as une image précise en tête ou c'est au fur et à mesure du dessin? Comment ça se passe la création à proprement parler? Alors il y a deux types. Il y a des fois quand je fais du travail personnel, donc là j'ai vraiment une idée que j'ai envie de développer, c'est du travail personnel. Et après quand c'est dans l'édition, évidemment il faut se mettre au service du texte. Ouais. Donc soit un roman, soit une nouvelle, voilà. Donc alors c'est pas indispensable, contrairement à ce qu'à lieu commun il faudrait lire le livre intégralement pour avoir une idée et sortir une illustration. Ça, c'est pas du tout indispensable. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter avec l'auteur, qui lui va parler du texte et de ce qu'il aime, et voilà.
Moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler, discuter avec l'auteur au téléphone. Il me raconte son bouquin. Pendant qu'il me raconte son bouquin, je suis déjà en train d'imaginer ce qui peut en ressortir. Et alors, ce qu'il faut bien savoir dans ce métier-là, c'est que un auteur, par exemple, va faire un bouquin, va dire, par exemple, l'élément principal de ce bouquin, c'est en fantasy, c'est un personnage qui a va-nu-pied, mais c'est le personnage principal. Ouais. Et il dit, alors, je voudrais l'avoir en couverture. Moi, mon rôle, c'est de lui dire, alors, ok, c'est ton personnage principal, mais il faut que la couverture accroche, il faut que que le lecteur ait envie de prendre le bouquin en main. Le lecteur n'a pas lu ton livre. La première chose qu'il va voir, c'est la couverture. Ouais. Si la couverture n'est pas attractive, il va le mettre de côté. Donc, tu me dis que ton personnage, tu le veux en couverture, mais ton personnage, le look accrochera pas. Par contre, si dans ton bouquin, tu as un dragon, eh ben, tu mets ça en couverture, même s'il est sur 2 pages. C'est pas mensonger puisqu'il est dedans, mais ça au moins ça va accrocher. Enfin ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il faut trouver l'élément accrocheur parce qu'on sait qu'il y a des thématiques que les gens apprécient en couverture plus que d'autres. Il faut trouver l'élément accrocheur, l'élément on n'a pas la science infuse, mais qui a plus de chances d'accrocher le lecteur en couverture. Et ça c'est le rôle de l'illustrateur de dire à l'auteur laisse tomber ce que tu as envie que je mette en couverture, fais-moi confiance. Ça a plus d'intérêt. Et un illustrateur en général se trompe rarement là-dessus. Et des fois, chez des gros éditeurs, l'éditeur peut imposer une thématique en disant je veux ça, donc on est obligé de le faire. On sait qu'il a tort, c'est pas ce qui va être bien et ça fonctionne pas et on n'a pas le choix. Quoi, voilà. Alors du coup, c'est quoi justement les codes d'une couverture parfaite? Je ne saurais pas dire, mais disons que par exemple en fantasy, on sait que les dragons, c'est un classique. Que les éléments féminins aussi, ça peut peut-être mieux, justement, s'il y a une elfe, montrer une elfe qu'un elfe, par exemple. Okay. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui accrochent plus. Et puis après, les paysages, voilà. Les paysages, il ne faut pas les négliger. C'est-à-dire que on a des fois trop tendance à vouloir mettre un personnage au premier plan, en disant ah oui, c'est le personnage. Alors, quand c'est des personnages archétypés, par exemple, comme Conan, comme Gandalf ou autre, où de toute façon il n'y a pas 36 manières de le dessiner, il est ancré dans l'imaginaire collectif, là on peut le montrer parce qu'au contraire c'est un élément qui est important. Mais quand le romancier développe des personnages que personne ne connaît, c'est pas forcément judicieux de mettre les personnages en gros plan, on peut le faire, mais parce que chaque lecteur imaginera un personnage à sa manière. C'est ça. Il y en a qui diront ah ben oui c'est exactement ça, d'autres diront ah ben non moi, je vois pas ça du tout. Donc il vaut mieux, quitte à le montrer, l'inclure dans un décor et que le décor a une grosse importance. Et moi je sais que les couvertures qui intéressent le plus le public, parce qu'après je vois quand je vends des tirages ou quoi que ce soit, c'est toujours des couvertures où le décor a une grosse importance, crée une ambiance. Voilà. Et pas forcément un personnage au premier plan. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu prix? Ça coûte combien de demander une couverture à Michel Borderie? On parle pas d'argent. Moi, je sais pas, en fait chacun a ses tarifs, mais de toute façon une illustration de couverture, faut compter au minimum 600 €. Voilà, c'est le minimum. Mais après, les tarifs ont baissé, ça devient compliqué, il y a la concurrence, maintenant il y a les IA qui arrivent, en fait tout ça c'est très compliqué. Mais pour donner un ordre d'idée, moi quand je travaillais pour Albin Michel, début des années 90, j'ai été payé on parle de francs à l'époque, d'accord, et du pouvoir d'achat du franc, voilà. J'étais payé entre 2500 et 3500 francs une couverture. Okay. C'est-à-dire que pour avoir l'équivalent maintenant en termes de pouvoir d'achat, il faut que j'en fasse 3 par mois. Ah oui. Donc on voit comment lentement ça a décliné et au passage à l'euro, voilà. Et après au passage à l'impression numérique, les éditeurs se sont dit oui mais vous allez beaucoup plus vite pour faire une illustration, donc on va moins vous payer. Oui mais le métier ça s'apprend pas voilà. Donc jouer, donc il va se passer à mon avis le même phénomène avec les IA, c'est-à-dire que les illustrateurs qui travaillent avec IA, les éditeurs vont leur dire oui mais là maintenant t'as fait ça encore plus rapidement, donc on va pas forcément te payer, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé avec la peinture numérique et avec les IA on est en plein inconnu, mais enfin ça présage rien de bon quand même. Ça me fait une belle transition, justement je voulais qu'on en parle un petit peu. Pour toi, qu'est-ce que tu en penses de l'IA? Est-ce que pour toi c'est un outil? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que tu sens ton métier menacé ou pas vraiment encore? Alors c'est pas que je sens mon métier menacé, c'est qu'il est déjà menacé. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu les baisses de commandes parce que je travaillais aussi pour plein de petits éditeurs dans l'imaginaire. C'est des éditeurs qui sortent entre 4 à 15 romans par an et qui ont besoin d'illustrations de couverture, qui savent l'importance de la couverture parce que leurs auteurs ne sont pas forcément connus. Et je vois que les commandes chutent parce que c'est plus simple d'avoir une illustration par IA. Et
par mi-journée ou autre que de faire appel à un illustrateur. Maintenant, ça tient suffisamment la route pour avoir une couche correcte et pas forcément faire appel à un illustrateur. Et puis apparemment, des amis qui sont dans les jeux vidéo, ça commence à gagner aussi. Alors, c'est le gros débat, est-ce que c'est un outil ou pas? Alors moi, j'aurais tendance à dire non, c'est de manière péremptoire, c'est-à-dire que Photoshop, c'est un outil. Il faut savoir peindre, il faut savoir dessiner. On peut bidouiller avec, mais il faut des bases de dessin et de peinture. L'IA, en fait, c'est un prompt. On génère une image par un prompt. Donc, c'est un générateur d'images. Alors, bien sûr qu'après, on peut s'en servir, la retoucher, etc. Et là, on va dire, oui, c'est un outil parce que moi, je le retravaille. Le risque avec ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les éditeurs le sauront, qu'on a passé une demi-heure sur une illustration au lieu de passer 6 heures, et que donc, ils risquent de faire baisser les prix. Donc voilà, pour moi, c'est pas un outil, mais je sais que beaucoup d'illustrateurs maintenant l'utilisent. Ah oui, okay. Ah oui, beaucoup dans le métier l'utilisent, beaucoup. Ouais. Alors du coup, ma dernière question, ça va être sur les prochains projets. Est-ce qu'on a une exclue? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours? Alors, dans l'artbook, c'est qu'un recueil de mes illustrations, mais j'ai fait un chapitre de 8 pages à la fin qui présente un futur projet. Okay. Et justement, un petit peu en réaction à l'IA, justement, ce projet-là, si on le fait, parce que pour l'instant, c'est pas du tout sûr, mais bon, on avait attaqué, il est en ancrage traditionnel, encre de Chine, crayon, alors mise en couleur en numérique comme une BD, on va dire, mais ça reste du traditionnel, chose que je ne faisais pas dans mes illustrations, qui étaient en peinture directe sur Photoshop. Et ce sera un mixte de BD, texte, illustration mélangés. D'accord. Maintenant, après, pour l'instant, c'est juste un projet, je sais pas. Là, je fais une grosse pause en ce moment, justement. Bon, j'ai plus 20 ans, je fais une pause, j'ai l'artbook, on verra si j'aurai la motivation pour me lancer là-dedans. Voilà. Très bien. Merci Michel d'être prêté au jeu de l'interview. Et puis on va te retrouver encore une fois au bureau 21. Voilà, avec les collègues, avec Manchu, avec Didier Graffé, voilà quoi. Avec tout le monde. Merci encore Michel. Au revoir. Au revoir.